Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 6e étape du Critérium du Dauphiné. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Coureur top, bonnet d'âne, comme d'habitude. On parlera également des différents classements de l'étape de demain, parce que du côté des classements, il y a eu énormément de changements aujourd'hui du côté de cette étape. Enfin, on va revenir sur tout ce qui s'est passé, tout simplement. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. N'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien abonné, que la petite cloche est bien activée, parce que parfois YouTube fait des petites feintes. Vous pouvez également aller voir les vidéos si elles sont bien affichées dans l'onglet abonnement, et puis vous pouvez booster cette vidéo 3 fois par semaine gratuitement, faire un super thing. Ça c'est si vous en avez les moyens. Dans les commentaires, je remercie les gens qui font cet effort. Bon, l'étape du jour. L'étape du jour, c'était la première étape difficile de ce dernier bloc du Dauphiné, mais c'était vraiment beaucoup plus facile que ce qu'on aura demain et dimanche. En fait, on avait deux enchaînements de deux montées. Il y avait un premier bloc qui était au milieu de l'étape, et puis le bloc final, en sachant que en gros pourcentage, hein, plus de 8%, en gros, on n'avait que la dernière montée. Donc, en termes de scénario, ce matin, c'est vrai qu'on envisageait plein de choses. On envisageait d'échapper qui aille au bout, possiblement avec derrière aussi un sprint en petit comité du côté des leaders du classement général. Enfin, il y avait plusieurs stratégies possibles. Par contre, le fait d'avoir une aussi grosse échappée, ça, je pense que personne ne l'avait envisagé. On regarde tout de suite le résumé de cette étape. Tout commence dès le kilomètre 0, quasiment au kilomètre 1. On a 4-5 coureurs déjà qui vont sortir, puis un peloton de 30 qui va au kilomètre 173 devenir un peloton de 60 coureurs. Et oui, un peloton de 60 coureurs, il y a en gros plus d'un tiers du peloton, d'un tiers de la liste de départ complète de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes qui était à l'avant. Il faut quand même l'avoir en tête. Ça, c'est des stratégies qu'on n'avait pas il y a 15 ans. Une grosse échappée il y a 15 ans, c'était 15 mecs. En gros, c'était déjà énorme. Là, aujourd'hui, maintenant, on a des échappées, c'est vrai, qui sont des pelotons, tout simplement sur certaines étapes. On va faire le listing de ces 60 coureurs. On commence avec UAE. Il y avait Cosnefroy et Pablo Torres. À finir, Mirai Hagenes pour Jorgensen, enfin pour la Visma Isobike. Quinn Simons et Skuins pour la Lidl Trek. Godon Tarling pour la Net Company Neos. Vous aviez également Tormley, Tuckwell, Van Gils, Vermersch du côté de la Red Bull Bora Hansgrohe. Tobias Anand Johannesson, Urienstad, Charming, Scarset du côté de la Uno X, Makellar, Stein, Hauser, qu'on avait vu déjà du côté de Paris-Nice, et Max Walker du côté de la EF. Là, on a fait seulement les 20 premiers coureurs. On avait également du côté de Soudal Quickstep, Ether, Renderings, Vresek et Van Sevenant, en sachant que les 4 n'ont pas vraiment existé dans cette échappée. Conchi, Christian Rodriguez Velasco du côté de la Astana, qu'on n'avait pas vu vraiment depuis le début de la semaine. Movistar était venu avec Castrillo et Garcia Piana. La Tudor qui est venu avec Boisard, Donzé, Lennart Yatch, Roland Talman, Matteo Trentin. Du côté de la Bahreïn, on avait Niklas Arndt et Philbao House. Du côté de la Lotto, on avait Lars Kraps, Mathieu Fox, Kokelman et Baptiste Westroffier. Et enfin, le dernier listing avec les Total Energy, Jordan Jegat, Garnalek, Vercher. Cara Rural était là avec Para, Darder et Diaz. NSM était venu seulement avec Reisberg. Covey, Engelhardt pour Jacob Lula, Cocard, Maisonneuve, Louis Roulant pour la Cofidis. La Groupama était venu en nombre avec Clément Brazafonzo, Maxime Descombes, Guillaume Martin, Quentin Paché, Gal Glivart, Michael Gogol et Hugo Houle pour Alpecin, et puis Robbie Dont pour la Picnic.
Mais vous voyez qu'il manque quand même des éléments. Déjà, pas de décathlon. Ça, c'est le premier aspect. Mais dans ce premier groupe, eh bien, on n'avait pas Del Toro, on n'avait pas Ayuso, on n'avait pas Vauquelin, notamment, beaucoup de leaders du classement général, pas de Canoë Brooks également à l'avant de la course. Le mieux classé, eh bien, c'est Tuckwell dans cette échappée qui a seulement 1 minute d'Alex Baudin. Première heure de course, 51,2 de moyenne, donc c'est assez énorme. Et puis à 124 km de l'arrivée, 2 minutes d'avance pour ces hommes de tête. Alors quelques événements quand même dans ce groupe de devant, Robidon qui va subir une crevaison, Reisberg également qui va avoir un problème mécanique, mais deux coureurs vont réussir à revenir. À 100 km de l'arrivée, alors qu'on est dans la première montée de la journée, eh bien une chute de Josh Tarling et une chute qui va également provoquer son abandon à Josh Tarling. On aura également l'abandon de Genietz. Il y a eu pas mal de non-partants également ce matin, comme Van Aert, Matthews ou encore Finn Fisher Black. 88 km de l'arrivée, 2 minutes 20, 2 minutes 50 à 65 km de l'arrivée. On passe à 3 minutes 16. L'écart augmente de plus en plus et surtout, Buitrago est lâché. C'est pour ça que les deux coureurs de la Bahreïn y sont restés à l'avant parce que, en gros final, Buitrago, il n'avait aucune chance de faire un bon classement général aujourd'hui. L'écart est à 3,16 à 56 km de l'arrivée. Il va passer la barre des 4 minutes à 50 km de l'arrivée. Et toujours ce rythme qui ne s'arrête jamais. Et cet écart qui continue d'augmenter parce que certes, ce n'est plus Decathlon qui roule seul, c'est l'AEF. Mais en gros, il y a deux équipes qui roulent et à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, ces deux équipes vont dire, ok, démerdez-vous les autres. Et ça va obliger à Lidl Trek, à UAE, à Net Company d'être dans l'obligation de rouler parce que, et encore UAE va quasiment pas rouler de la journée, mais pour Net Company et Lidl Trek, parce qu'en gros, Decathlon ne faisait plus le travail et EF non plus. L'écart qui va monter à 4,45 minutes, tout simplement, à 20 km de l'arrivée. On attaque le final. On perd très vite des éléments. Quentin Pache et Van Sevenant sont lâchés. Et puis il va y avoir une tentative d'attaque de Valentin Paré-Peintre dans le peloton qui va partir avec Carlos Rodriguez à 6 km de l'arrivée. Nous attaquons la dernière difficulté du jour. Steinhauser va tenter d'anticiper, de s'isoler, mais il va être très vite rattrapé par un groupe composé de Van Gils, Alan Johannesson et Torres. Steinhauser ne restera pas très longtemps dans ce groupe. Alex Baudin, lui, est lâché dans le peloton de toute manière. Tuckwell avait trop d'avance pour pouvoir aller remonter dans ce classement. Et pourquoi Baudin est lâché? Parce que la Decathlon fait un énorme travail désormais de nouveau avec notamment Nicolas Prodhomme qui roule extrêmement fort et Léo Bisio. On note une chute d'Oscaroni dans la descente de l'avant-dernière difficulté du jour. Il a fini l'étape, mais extrêmement loin. Il faudra voir si le coureur britannique repart demain. À 3 km 500 de l'arrivée, Paul Sexas roule, accélère et il va faire craquer tout le monde, que ça soit Ayuso à 3 km 500 de l'arrivée qui sera attendu par Skelmos ou Jorgensen à 1 km 700 de l'arrivée. Seul Del Toro arrivera à tenir sa roue. À 2 km 700 de l'arrivée, c'est Tuckwell qui revient dans ce groupe de tête, donc qui est désormais composé de 3 coureurs, car Pablo Torres s'est écroulé, a lâché, mais c'est quand même du mieux du côté de Pablo Torres. Et puis dans les 500 derniers mètres, très bien, Tuckwell va faire le travail pour Van Gils. Tobias Alan Johannesson va lancer aux 350-400 mètres, mais Van Gils va le déborder sans aucun problème sur la fin et va pouvoir remporter cette victoire d'étape. On avait eu Van Aert déjà qui s'était imposé après pas mal de galères quand même sur ces dernières saisons. Eh bien, on peut le dire que Van Gils,
C'est presque du niveau de Van Aert quand même, au niveau du nombre de galères qu'il a connues ces derniers temps, et souvent pas de sa faute du côté du coureur belge. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! On regarde les coureurs au top aujourd'hui. Tocquel. Oui, bah c'est forcément une très bonne journée pour lui. À 21 ans, 22 ans, prendre un maillot comme ça de leader, c'est forcément une bonne nouvelle. Je trouve qu'il a très bien couru. Je trouve que les Red Bull ont bien couru aujourd'hui. C'est vrai que très souvent, je critique cette équipe. Je dis, bon, cette équipe, elle arrive pas à déterminer qui est vraiment le leader. Elle arrive pas à se décider. Mais là, bah, ils ont fait du bon travail aujourd'hui autour de Luc Tocquel, et je me disais même pendant la retransmission, tiens, Luc Tocquel, ça serait un courant intéressant à mettre sur le Tour de France. Il sera pas sur le Tour, il sera sur la Vuelta, mais c'est vrai que c'est un coureur qu'il ne faut pas sous-estimer, Luc Tocquel, parce que c'est un coureur qui grimpe bien, c'est un coureur qu'on avait vu sur le Baby Giro, il perd le maillot rose le jour de l'arrivée. Sur la dernière étape, mais de rien par rapport à Jacob Ormsel. Ça fait partie de cette génération, on pourrait dire Sexas, même s'il a 21 ans et qu'il est un petit peu plus vieux, mais cette génération, hein, en gros, qui était dans le Tour de l'Avenir l'an dernier, bah, qui est extrêmement intéressante parce que très talentueuse, parce que voilà, l'an dernier il fait quand même 10 du Tour de l'Avenir aussi, et pourtant il est pas au top de sa forme, et donc deuxième de ce Baby Giro, et puis il avait un peu couru également avec l'équipe 1 de la Red Bull Bora Hansgrohe. Donc très très bon grimpeur. De toute façon, c'est un peu là on est vraiment sur un physique de pur grimpeur, c'est un physique extrêmement longiligne, je dirais un peu hein, à la Paul Sexas, mais qui arrive à avoir des qualités de punch. Mais là du côté de Tocquel, on est sur un vrai grimpeur, et puis moi ce que j'ai bien aimé, c'est l'attitude en dernière montée de Luc Tocquel. C'est-à-dire que il est lâché. Alors certes, il peut se contenter de rouler dans le groupe Jordan G4. Non, il décide de ressortir, de réaccélérer, de revenir sur le groupe de devant qui était bien parti à ce moment-là, hein, parce qu'ils avaient déjà une vingtaine de secondes d'avance. Et il a fait un gros effort pour revenir. Et puis après, derrière, bah, il fait un excellent travail. Mais il va pas falloir le sous-estimer, Tocquel, hein. C'est-à-dire des coureurs comme Kanaito Brooks qui viseraient un top 10, bah, le fait qu'il ait pris un peu d'avance aujourd'hui, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Parce que je pense pas que c'est un coureur qui s'écroule si facilement que ça, Tocquel. Donc il va falloir faire attention à lui. Je rappelle que l'an dernier, sur le Tour Baby Giro, il a résisté quand même à Yardo Vidar sur une des étapes quand il a été très costaud, je crois au Passo del Molina, c'est l'étape de Jarno Vidar, il finit avec Pericas à 24 secondes sur une montée au Passo del Maniva. Donc il faut pas le sous-estimer sur des journées comme ça, parce qu'il avait fini devant Nordhagen par exemple, devant Albert Philipsen, hein. C'est vrai que l'an dernier sur le Baby Giro, il y avait vraiment un très gros niveau. Il avait fini, tiens, devant un Robin Donzé qu'on a vu aujourd'hui. Enfin voilà, il avait fini devant du beau monde sur cette course. Donc il va falloir faire très très attention à lui. Voilà, vraiment, parce que là, il y a un coureur dangereux et puis surtout, bah, on commence à manquer d'équipiers. On l'a vu aujourd'hui, hein. Dans certaines équipes, bah, il y a des coureurs qui sont quand même sacrément lessivés. Donc ça va pas être si facile que ça d'éliminer Tocquel et surtout d'éliminer Tocquel d'un top 5, top 10. Parce que bon, certes, Paul Sexas, Del Toro, Jorgensen sont peut-être devant, mais après derrière c'est très ouvert. Et là, Tocquel, avec l'avance qu'il a pris aujourd'hui et le fait qu'il ne se soit pas raté depuis le début de course, eh bien encore une fois, pour un Kanaito Brooks, pour un Tobias Allan Johannesson, par exemple, le fait qu'il ne soit pas écroulé, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour ces coureurs-là, pour même un Kevin Vauquelin, par exemple. Donc c'est sûr qu'il va falloir vraiment être costaud. Tocquel, hein. Et puis Tocquel, en plus, il prend le maillot jaune.
Il prend le maillot blanc également. Mais là, c'est vrai qu'il y a une belle bagarre encore dans ce classement. Mais 3 minutes d'avance sur Sexas, Nordhagen à 3,22, Vauclin quasiment à 4 minutes, Uitebroek ça a plus de 4 minutes, ouais, ça va pas être facile. Ça va pas être facile du tout d'aller chercher le Tocqueville. Et encore une fois, l'an dernier sur le Giro, il avait fallu du grand Jacob Ormsel et une équipe peut-être un petit peu plus faible autour de Tocqueville pour que le Slovène aille chercher la gagne. Hein. Donc c'est pas si évident que ça, très clairement. Deuxième coureur top, il est également chez Red Bull, Van Gils. Oui, ça fait plaisir, Van Gils en fait, parce que c'est un coureur comme Van Aert, c'est un coureur qui a tellement galéré là depuis 2 ans. Entre l'an dernier, fracture de la clavicule sur le course sur la j'ai oublié le nom de cette course, dis donc. Sur la course de début de saison, dis donc j'ai un trou de mémoire. Là, gros trou de mémoire. Après, j'ai très peu dormi cette nuit et je le ressens. L'étoile de Bessèges, voilà. Ouf, disons, j'avais oublié le nom. Mais entre sa fracture de la clavicule sur l'étoile de Bessèges, qui était due à une voiture qui était arrivée en sens inverse et donc à une erreur d'organisation, à la fois la classique à Rennes où c'est Jan Christen qui le met complètement dans les balustrades et qui provoque cette fracture du fémur. Il y a eu également des pressions du côté de Van Gils parce qu'il y avait un membre de sa famille qui était décédé. Ça fait quand même depuis 2 ans que c'est la grosse galère et pourtant c'est ça qui est surprenant avec Van Gils, c'est que malgré le fait que c'est quand même la grosse galère depuis 2 ans, il arrive quand même à gagner des courses. Il arrive quand même à avoir des résultats quand tout se passe bien pour lui. Je pense notamment au Tour d'Andalousie, où il avait été costaud l'an dernier, ou même en tout début de saison, au Trofeo Andrax, où il avait pris une belle 3e place avant la Classica Raen. Mais depuis 2 ans, c'est la guigne. Là, c'est vraiment la guigne. Je pense que ça fait partie des coureurs malchanceux depuis qu'il a atterri chez Red Bull et ça fait du bien de le voir enfin de plus avoir de problème parce que c'est un coureur qui est très talentueux, très bon puncher, Maxime Van Gils. C'est vraiment voilà un super coureur dans ce domaine-là et c'est vrai que ça fait depuis 2 ans où l'an dernier sur les classiques ardennaises il était loin d'être arrivé au top de sa forme et là il a même pas pu les faire parce qu'il était en fracture et c'est vrai qu'on se posait des questions du côté de Maxime Van Gils parce que il a repris que sur cet Auvergne-Rhône-Alpes Tour et pourtant on nous disait chez Red Bull qu'on lui faisait confiance pour le Tour de France. Pour l'instant, ça a plutôt bien marché. Avec cette victoire d'étape, sur le chrono, il avait été bon. Et puis, depuis le début de la semaine, il est bon, Van Gils. C'est pas simplement sur cette première étape où il est performant. Non, il est bon. Depuis le début de la semaine, je trouve qu'il fait du très très bon travail. Et il se serait entraîné avec Remco Evenepoel en altitude. Mais là, en ce moment, chapeau. Et puis, ouais, un peu comme Van Aert il y a 2 jours. Enfin il y a 2 jours, mais surtout avec sa victoire sur Paris-Roubaix. J'espère que là, ça va marquer enfin le signe de la fin des emmerdes. On pourrait dire quand même du côté de Van Gils que cette période de Schkumun va s'arrêter parce que on sait que c'est un coureur qui est talentueux. Sa dernière victoire, enfin sa seule victoire en World Tour, il a 8 victoires en carrière, c'était en 2024 sur Eschborn-Francfort. Ça faisait quand même depuis 2 ans qu'il n'avait pas gagné au niveau World Tour. Donc pour un coureur aussi talentueux que Van Gils, eh bien ça fait du bien voilà, de le revoir en action. Et puis là, il a parfaitement joué le coup. Alors, il profite du fait que Tobias Allan Johannesson a lancé un peu tôt. Tobias Allan Johannesson, au niveau mental, c'est peut-être une chouille friable quand même de la part du coureur de la Uno X parce qu'on se souvient de la classique VAR. Déjà, là encore, peut-être une erreur de sa part aujourd'hui du côté de Tobias Allan Johannesson parce que pour moi il a lancé un peu tôt le coureur norvégien et surtout dans une situation comme ça à 2 contre 1 il fallait peut-être faire autrement voilà il fallait peut-être pousser à ce que Van Gils lance
Moi, si j'avais été Tobias Haaland du Johannesson, je me serais mis dans la roue de Van Gils et je l'aurais un peu forcé à lancer plus tôt que ce qui était prévu. Voilà, je me serais mis dans la roue de Van Gils et pas dans la roue de Tuchel. C'était peut-être pas l'idée, la bonne idée de se mettre dans la roue de Tuchel. Mais Van Gils, voilà, très très bien aujourd'hui et ça fait du bien de le revoir aux avant-postes. Voilà, de le voir ne plus avoir de galère. Autre coureur top, un petit jeune, un petit jeune, je crois qu'il est pas si jeune que ça en plus, mais un coureur de la Tudor qui était dans l'équipe de développement. Il y a encore un mois et demi, il était dans l'équipe de développement quand on l'a découvert sur le Tour des Alpes. Lennart Jatsch, très costaud encore aujourd'hui. Alors les Tudor, déjà faut les saluer, ils ont tracté le groupe, vraiment. Hein. C'est avec Uno X, mais je pense au-dessus encore Tudor. Entre Trentin qui s'est vraiment sacrifié. Enfin voilà, c'est vraiment une équipe qui a fait un énorme boulot aujourd'hui. On était motivé pour Yanis Voisard aujourd'hui. Du côté de cette formation, on a énormément travaillé. Moi, je dis encore bravo Lennart Jatsch. C'est vraiment un énorme moteur, lui. Hein. Alors, c'est marrant parce que c'est un coureur qui est passé dans l'équipe de développement de la Red Bull l'an dernier. Alors déjà, il est arrivé dans une équipe de développement tard. Voilà, à 24 ans, avec peu de références hein, du côté de ce coureur. Et il n'avait pas été conservé. Lennart Jatsch, voilà, on avait considéré du côté du coureur allemand qu'il n'était pas suffisamment bon. Voilà, alors qu'il avait été très efficace du côté du côté du Tour des Alpes. Et c'est surprenant parce que c'est un coureur qui vient d'une discipline dont on a un petit peu parlé, plus chez les filles ces derniers temps, avec une Belge du côté notamment du Tour de Bretagne. Il vient du patinage de vitesse. Alors, faut savoir que l'Allemagne a le patinage de vitesse. Ces derniers temps, c'est un petit peu en décrépitude, même s'ils ont des infrastructures comparées à la France du côté du patinage de vitesse. C'est pas le premier coureur il y avait eu Mathieu Van Der Poel, un Suédois qui était homonyme hein, de Mathieu Van Der Poel, il avait le même nom, qui avait remporté le 5000 et le 10 000 en Chine, aux Jeux à Pékin, mais ça avait pas duré très longtemps parce qu'en plus il devait faire son service militaire, je crois, et en Suède et ouais, il n'y avait pas eu un attachement dans le cyclisme pour ce mec-là. Par contre, Lennart Jatsch, bah là, il y a du talent. C'est un gros moteur. Hein. On le voit, là, il travaille à l'avant du groupe pendant longtemps et il emmène le sprint pour Voisard. Il arrive quand même à faire 10. C'est-à-dire qu'en faisant tous ces efforts-là d'équipier, il a quand même réussi à faire 10. Donc très solide de toute manière sa victoire sur le Tour des Alpes. Il avait fait preuve d'une énorme résistance hein. Sur le Tour des Alpes. Il avait été, c'était l'étape la veille de l'arrivée, sur une étape qui était voilà similaire. Hein. On était sur même plus 4000 mètres de dénivelé positif. Il avait résisté au retour du peloton. Il était parti loin de l'arrivée à 25 bornes. Et il avait super bien résisté, hein, Lennart Jatsch. Donc lui, il va falloir quand même le suivre. Si vous connaissez pas ce coureur, moi, il m'avait impressionné sur le Tour des Alpes. Costaud. Voilà, très 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 costaud ce coureur qui maintenant fait partie de la Tudor. De toute manière, quand un coureur voilà change de contrat, change de formation entre l'équipe de développement et l'équipe 1 en cours de saison, souvent c'est quand même bon signe. Hein quand ça arrive, c'est que souvent le coureur a quand même un très très bon profil. C'est que c'est plutôt du haut niveau. Je continue avec Paul Sexas. Super aujourd'hui, Paul Sexas. Non, il s'en sort bien. La situation était super mal embarquée quand même. Je me disais à 50 bandes de l'arrivée, quand l'écart passe au-dessus des 4 minutes, je me dis, là, ça peut être le craquage complet. C'est-à-dire que le peloton décide d'arrêter de rouler. Surtout qu'on voyait les décathlons, c'était Bissegger, Danoulle, mais que les deux, ils étaient quand même un peu à bout. Et EF roulait pas. Personne roulait. Alors je pense qu'ils ont été voir Alex Baudin et ils lui ont dit mon coco,
Tu vas te rappeler que tu as été dans l'équipe, même si on t'a viré, et tu vas nous aider un petit peu. Donc on a vu quelques F rouler, mais à 40 bornes de l'arrivée, on voit que l'écart diminue pas, et surtout Decathlon, il décide à 35-30 bornes de l'arrivée de dire, nous on arrête de rouler. C'est-à-dire qu'on n'est ni aidé par Ineos, alors que Ineos a personne devant qui peut gagner. On n'est pas aidé par Lidl Trek, bon Kakun Simons, mais on sait pas trop ce que ça va faire sur une longue montée comme ça. Donc on n'est pas aidé, d'accord, on arrête de rouler. Aux autres de prendre la responsabilité. Et là, je me suis dit, ouïe, 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 ouïe. Quand j'ai arrêté de voir des décathlons, je me suis dit, là, ça peut partir à 5, 6, 7, 8 minutes. Et je pensais Tobias Alon Johannesson et Tocqueville. Mais Alon Johannesson, si tu lui laisses 2 minutes 30 d'avance, voilà quoi, ça allait être très très compliqué. Je me disais, là, ça collabore pas. Les équipes en fait de leaders ne s'entendent pas. On avait vraiment cette impression-là, comme parfois on a eu dans le cyclisme féminin, entre la Groupama, la SD Works, enfin la FDJ Suez par Pluto et la SD Works, et la Canyon, où t'as aucune des équipes qui arrive à s'entendre, et parfois ça donne des victoires d'échappée avec 10 minutes d'avance, parce que personne veut faire l'effort pour l'autre. Et là, je me disais jusqu'à quel point Paul Sexas fait tellement peur que les autres, en fait, se disent ça sert à rien de rouler parce qu'en gros, on va se faire déchirer. Je me disais oui, mais bon, au bout d'un moment, Decathlon, ils ont montré quand même leurs limites depuis le début de la semaine. Ils ont encore même montré leurs limites aujourd'hui parce que ça fait plusieurs fois qu'ils se font avoir comme ça par des grosses échappées qui sortent. Il va falloir aussi progresser dans ce domaine-là du côté des équipiers pour éviter qu'il y ait des groupes comme ça qui arrivent à sortir sans trop de difficultés. Fin de la parenthèse, qui n'était pas ouverte. Mais du côté de Paul Sexas, aujourd'hui d'une situation qui était quand même extrêmement mal embarquée à 50 km de l'arrivée, ce soir, en gros, il se retrouve l'un des leaders, peut-être, alors derrière les coureurs qui étaient dans l'échappée, mais le mieux placé. Il a montré que Jorgensen, il n'était pas à son niveau. Alors certes, Del Toro, pour le moment, est proche. Del Toro, on verra. Mais surtout, il a réussi à se débrouiller avec son équipe dans les 5-6 derniers kilomètres, où là, ils ont été très bons. Prodhomme, Bizio ont été très bons pour faire le tempo, pour accélérer, pour faire le gros travail, pour faire l'essorage. Là, ils ont été très forts et je trouve que Paul Sexas aujourd'hui, il a montré de bonnes choses. Autant depuis le début de la semaine, ça avait pas fonctionné comme on le souhaitait. La première étape, il manquait Recitello. Le contre-la-montre, on est un de moins et on a du mal à faire un rythme parfait. Je trouve qu'ils étaient pas super. Et là aujourd'hui, ça a été beaucoup mieux. Le seul problème, c'est son équipe. Il va falloir travailler là-dessus, ne pas se faire avoir aussi facilement, ne pas se trouer aussi facilement. Alors bien entendu aujourd'hui Del Toro très bien, aussi le coureur mexicain parce que lui il reprend quand même pas mal de temps également. C'était les deux qui avaient perdu du temps sur le chrono, qui font quand même plutôt la bonne opération du jour par rapport à Jorgensen, Skelmose et surtout la Ineos qui elle a eu un peu plus de mal aujourd'hui. Les bonnets d'âne, Ineos, hein. C'est l'équipe qui est la grande perdante de la journée, Ineos. Déjà parce que stratégiquement, moi je comprends pas pourquoi Godon est resté aussi longtemps dans l'échappée. Pour moi, à partir du moment, 50 bandes de l'arrivée, il fallait qu'il se relève. Quand tu voyais quand même que Decathlon n'arrivait pas à revenir, que la situation commençait à sentir mauvais, il fallait que Godon se relève. Pas de chance, t'as perdu Tarling sur une chute. Bon. Pas de chance. Pas de chance, c'est peut-être une erreur de sa part, mais là, on n'a pas les images. De toute façon, les deux chutes d'Ineos, on n'a pas les images. Mais forcément, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle déjà de ce côté-là. Donc là, c'est sûr que du côté d'Ineos, moi déjà, je comprends pas cette stratégie-là de toute façon, je comprends pas leur stratégie depuis le début de la semaine, j'ai envie de dire. Parce que entre les ratés hier, où je pense qu'on s'est raté dans la manière de repérer le sprint, où il y a 2 jours où l'équipe roule pas du tout, alors que s'ils avaient mis un coup de collier, je pense,
dans les 5 derniers kilomètres, il revenait sur les hommes qui étaient dans l'échappée. Voilà, j'ai du mal à comprendre vraiment ce que fait Ineos depuis le début de semaine. Je trouve qu'il y a pas mal d'erreurs, sauf sur le contre-la-montre par équipe où le fait d'attendre Oni était une bonne idée. Mais du côté, et on le voit encore plus ce soir même, je pense, mais du côté d'Ineos, oui, on est les grands perdants du jour parce que déjà, en laissant un Tuckwell à 3-4 minutes, même avec Vauquelin ou avec Olney, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'Olney, il a peu couru cette année. C'est pas où il en est. Vauquelin, Tuckwell, c'est quand même du haut niveau. Donc pour moi, laisser un mec comme ça autant d'avance, déjà pour moi, c'est une erreur. Voilà. Pour moi, donc Godon, qui n'avait aucune chance de gagner, devait rouler. Mais dans le peloton. Il devait se faire lâcher. Quand il se fait lâcher, bon, il a passé un relais, mais ça a été très court. Ça a été très court parce qu'il a repris trop tardivement, Norian Godon. Il est repris, je sais pas, on doit être à 10 bornes de l'arrivée, où il a passé un relais, et puis après, derrière, finito, quoi, parce que c'était beaucoup trop tard. Donc déjà, là, je pense qu'on s'est raté du côté de l'équipe. Bon, ensuite, on perd Tarling sur chute. Est-ce que si on avait gardé Tarling, ça aurait été différent? Je suis pas sûr. Parce que je pense que Godon et Tarling seraient restés à l'avant du peloton. Enfin, à l'avant du premier peloton. Ce qui n'aurait pas eu d'intérêt. Parce que Tarling aussi, aujourd'hui, il avait aucune chance de s'imposer. Enfin, vu les 5 derniers kilomètres, c'était trop dur pour ces deux coureurs-là, ou soit il aurait fallu anticiper. Mais sans faire un coup tactique, il n'y avait aucune chance de gagner. Donc leur possibilité de victoire était quand même extrêmement faible. Donc pour moi, il fallait... Alors pour moi, c'était intéressant que les deux soient à l'avant jusqu'à la mi-course. Une fois que tu avais passé les deux difficultés, je pense que ensuite, voilà, à 50, 60 bornes de l'arrivée, ça a soit 50 bornes vraiment où tu sens que il va falloir mettre un coup de collier pour que ça revienne. Pour moi, Godon et Tarling auraient dû lâcher. Bon, Tarling ayant chuté auparavant et abandonné auparavant, on n'a pas pu le voir, mais Godon, à 50 bornes de l'arrivée, on sait très bien qu'il a aucune chance de gagner. Donc il doit rouler pour les hommes de tête. Et puis ensuite, bah la débandade a continué. Déjà la chute d'Oscar Oni, ça c'est quand même son vrai défaut à Oscar Oni, c'est qu'il tombe beaucoup. Alors là, il s'est peut-être pas fait de clavicule aujourd'hui, il va falloir quand même voir demain s'il repart. Mais c'est sûr que c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est un coureur qui tombe quand même beaucoup. Hein. Je crois qu'il est déjà à 4 clavicules, je crois déjà dans sa carrière. Oscar Oni, enfin il en a fait beaucoup. Hein. Des clavicules déjà pour un mec qui a moins de 25 ans. C'est assez affolant, parce qu'en plus, quand il tombe, il se fait mal. Vous avez des coureurs, quand ils tombent, ça leur arrive de tomber, je pense à chaque fois à Pogacar. Pogacar, quand il tombe, il se fracture rien, donc il doit savoir très bien tomber, ou soit il a des os solides, je ne sais pas, mais il arrive à pas se fracturer. Vous avez la situation inverse, où il y a des mecs, même avec une chute qui semble anodine, bah, ont tendance à très vite se fracturer quelque chose. On pourrait penser à Jevine, par exemple, qui a tendance qui enquille aussi un petit peu les fractures, Jevine. Bah, c'est pareil avec Oscar Oni, il tombe très très souvent, enfin très souvent, trop souvent. Et surtout quand il tombe, bah souvent il se fait mal. Donc ça c'est quand même un vrai souci du côté du coureur anglais, britannique. Et puis Vauquelin, bah, qui a complètement explosé aujourd'hui. Hein, il finit très loin. Vauquelin, il perd, je crois, au moins 1 minute. Et c'est vrai que bah, ça va peut-être le faire un peu redescendre sur terre, de lui dire, bah, faut déjà le montrer que t'es le meilleur avant de vouloir le crier un petit peu sur tous les toits. Avant de critiquer la stratégie de ton équipe, faut déjà le montrer sur le papier que t'es meilleur que Oscar Horny. Pour moi, ça n'avait pas de sens de critiquer cette stratégie-là, ou d'un point de vue résultat, sur le dernier Tour de France, Only il est devant Vauquelin, et en plus, encore une fois, il est dans une équipe britannique. Donc pour moi, avant de critiquer la stratégie de ton équipe, surtout de la critiquer devant les caméras, parce que tu peux la critiquer en interne, il y a toujours des discussions en interne, mais quand tu laves ton linge sale en public, bah faut vraiment être sûr de soi. Et là pour moi, du côté de Vauquelin, ce soir, il va peut-être un peu passer pour un con et je pense que la direction, peut-être qu'un Geraint Thomas
va lui rappeler, voilà, hein, peut-être, ou d'autres personnes chez Ineos, tu redescends un petit peu d'un étage, et puis déjà, tu vas montrer ce que tu sais faire, tu vas faire tes preuves, on va dire, et ensuite, voilà, tu pourras le crier sur tous les toits. Mais là, c'est vrai que du côté d'Ineos aujourd'hui, bah, c'est la soupe à la grimace. Comme un peu trop souvent, je trouve, cette année, hein, où c'est vrai que bah, tout se goupille pas bien, pas toujours bien. Je trouve que c'est une équipe qui montre une meilleure image, qui est vraiment plus intéressante que les années précédentes, je trouve, en termes de stratégie. Ils ont enfin compris que bah, il y avait d'autres adversaires qui avaient aussi des moyens, et pas seulement eux. Je trouve que ça court de manière plus intelligente, mais d'un point de vue résultat, bah, tout se goupille pas bien, parce que parfois il y a des chutes, parfois il y a un petit peu de petits problèmes un peu à droite à gauche, donc ça c'est dommage du côté de cette formation. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ça n'a pas été une grande réussite. Deuxième flop, Buitrago. Alors après, est-ce que c'est une surprise du côté de Buitrago? Son programme de base, c'était le Giro. Donc déjà, premièrement, il abandonne très vite sur le Giro. Je crois qu'il abandonne dès le deuxième jour. Donc voilà, il change complètement ses plans du côté de Buitrago, et donc bah, il se retourne sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Mais ça veut dire qu'il arrive sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes sans avoir fait de préparation spécifique, et en devant récupérer d'une blessure, et sans avoir fait de préparation spécifique. Donc c'est un vrai problème par rapport à des adversaires qui, eux, n'ont pas changé leur programme. C'est-à-dire qu'un Paul Sexas, depuis le début d'année, il sait qu'il va faire le Dauphiné. Del Toro, il le sait aussi. Buitrago, de base, il devait pas le faire. Donc déjà, compliqué pour Buitrago, avec ce changement de programme, on va dire un peu de dernière minute, et puis un pic de forme qui n'était pas prévu à ce moment-là non plus, hein. Donc ça joue forcément en son désavantage. Mais après, tu peux quand même te dire aussi, Buitrago, que les résultats sont pas très folichons depuis quelques temps, Buitrago. Là, il a fini 11e du Tour de Catalogne. Bon, et 11e du Tour de Catalogne, mais derrière, par exemple, derrière Ichitelo, derrière Carapaz, bon, juste devant Oscar et Ben O'Connor, mais quand tu vois le Tour d'Italie de Ben O'Connor, tu te dis que Buitrago aurait peut-être pas fait beaucoup mieux au final. Et c'est là le problème de Buitrago, il est lâché extrêmement tôt aujourd'hui, mais d'un côté vous avez une programmation de saison qui n'était pas celle qui était prévue à la base, donc forcément ça décale tout et ça devient très vite un peu la galère. Et puis deuxièmement, bah oui, je pense que Buitrago est plus forcément à son top, comme il a pu l'être quand il avait été dixième du Tour de France. C'est vrai que 2023-2024, il était très fort, Buitrago. Là maintenant, c'est un peu plus compliqué pour ce coureur. Et je pense que c'est surtout un coureur qui se cherche, c'est-à-dire qu'il veut encore jouer le classement général des courses, mais en même temps, il a quand même des lacunes dans certains domaines. Et en même temps, il va peu dans les échappées cette année. L'an dernier, il y était un peu plus, mais quand il va dans les échappées, il a rarement la gagne au bout. Et je pense que c'est un coureur qui se cherche, voilà, aujourd'hui, parce qu'il se voyait peut-être grimpeur, jouer le classement général sur les grands tours, et qu'aujourd'hui c'est plus le cas. Puis quand vous voyez en plus la réserve qu'a la Bahreïn, hein, entre Eulalia, entre Martinez, entre Tiberi, qu'il faut quand même pas oublier, bah c'est vrai que ça commence à être compliqué pour un coureur comme ça, et tu te dis même, est-ce qu'il va pas quitter l'équipe en fin de saison? Il est en fin de contrat, Buitrago. Donc voilà, est-ce que ça va pas faire partie des coureurs qui vont être qui vont chercher une nouvelle équipe en fin de saison? Est-ce qu'il ira chez Movistar? Grande interrogation. Ça pourrait être un coureur intéressant pour Movistar, mais du côté de Movistar, il semblerait que Telefonica, qui est le sponsor hein, derrière Movistar,
parce qu'en fait, Movistar est une marque de Telefonica. Selon Bloomberg, qui est souvent quand même bien renseigné sur tout ce qui est actualité économique, eh bien, voudrait lâcher l'équipe. Enfin, voudrait trouver soit des co-sponsors pour que ça leur coûte moins cher, soit donner la licence en gros à une autre équipe, à un autre sponsor. Donc, ça confirme que dans le cyclisme, il va falloir quand même à un moment réagir sur les budgets capés, très clairement. Je termine avec Guillaume Martin. On espère toujours avec Guillaume Martin. On espère toujours le contre-la-montre par équipe qui n'avait pas été mauvais. Mais dès qu'il se retrouve dans une bosse, il n'est pas capable de résister. Là aujourd'hui, il finit derrière Armirail. Armirail n'est pas grimpeur. Armirail, il se bat le classement général sur les courses par étapes sur un grand tour. Guillaume Martin, il a plutôt été recruté quand même pour viser le classement général. Je trouve que Guillaume Martin, Guyonnais, son passage chez Groupama, pour l'instant, il reste quand même pas dans les annales. C'est difficile. Là aussi, il galère un petit peu. Et surtout, Clément Brazafonzo, qui pourtant a joué les points du classement de la montagne, a fait quand même beaucoup d'efforts, finit mieux que lui. Alors là, pour une fois, on n'a pas demandé même à Brazafonzo de se sacrifier pour Guillaume Martin, parce que c'est ce qu'on avait fait depuis le début de saison, où très souvent le Français était obligé de travailler pour Guillaume Martin, ce qui n'était pas une grande réussite. Là, c'est pas ce qu'on a décidé de faire, mais c'est vrai que du côté de Guillaume Martin, le voir finir derrière Armirail, derrière Maisonneuve, également de la Cofidis, alors qu'elle a fait une belle étape, Maisonneuve, mais derrière des coureurs comme ça, quand on s'appelle Guillaume Martin, sans avoir attaqué, anticipé, comme un Steinhauser, ça fait extrêmement mal. Pour moi, ça fait mal de voir ça. C'est extrêmement douloureux de voir un coureur comme ça se prendre 20 secondes quasiment par Bruno Armirail, qui pourtant a pas passé une journée tranquille, Bruno Armirail. Donc là, je trouve qu'il y a un vrai problème du côté de Guillaume Martin. Il va falloir retrouver un vrai niveau physique, quoi. Parce qu'aujourd'hui, Guillaume Martin, on l'attend au moins essayer de jouer des étapes dans des échappées. Bon, là, on voit que c'est aujourd'hui, avec les ressources qu'il a, c'est pas possible. Et on parlait la dernière fois de Brian Cocard, mais lui, Guillaume Martin, il a bientôt 34. Donc ça va être un... Non, il vient d'avoir 33, pardon. Il vient d'avoir 33 il y a 3 jours. Mais ça va commencer aussi à faire réfléchir des équipes. Est-ce qu'on le recrute? En sachant qu'en plus, je le rappelle, mais en France, c'est point de chute. Moi, je pars quand même du principe que Total Energy va pas réussir à trouver un nouveau co-sponsor, plus Saint-Michel en moins, ça fait quand même beaucoup moins de points de chute, donc ça fait beaucoup plus de concurrence. Bon, va falloir y réfléchir quand même du côté de Guillaume Martin Guyonnais, mais ouais, ça va peut-être être compliqué pour lui, parce que là, en termes de résultats aujourd'hui dans des échappées, je trouve que c'est quand même un petit peu compliqué. Et puis ce qui est compliqué, c'est qu'on a l'impression que, par exemple sur le Tour du Pays Basque, il y a du mieux, il prend pas mal d'échappées, ok, bon, des fois c'est un peu compliqué, mais il prend quand même des échappées. Sauf que derrière, le Tour du Jura, il est pas dedans, enfin sur le dioptique du Jura, du Grand Est, ça a pas du tout marché. Donc là c'est ça qui est douloureux pour le coureur français qui fera également la Vuelta. Cette année, ça sera enchaînement Tour de France Vuelta. Et c'est là le vrai problème chez Groupama, c'est qu'à la fois Guillaume Martin, à la fois David Gaudu sont pas à leur niveau. Donc tes deux têtes d'affiche sont pas à leur niveau. Donc forcément après derrière, c'est quand même un petit peu compliqué. L'équipe n'a pas gagné depuis la Faune Drôme avec Romain Grégoire. Et elle n'a que 3 victoires cette année. C'est quand même extrêmement faible et aucune en World Tour, bien entendu, du côté de cette formation. Bon, on regarde tout de suite les différents classements pour conclure. Hop là, les différents classements, vous les avez à l'écran. L'étape du jour, remportée par Maxime Van Gils devant Tobias Alonso, Nessan Tocquel, Pablo Torres, Garcia Perna, Wazar Gegat, Christian Rodriguez, Brazafonzo et Jacques. Le classement
Des coureurs qui n'étaient pas dans ce premier peloton, bah, c'est Del Toro qui gagne devant Paul Sexas, Jorgensen, Skelmose et Ayuso qui perdent quand même 20 secondes dans l'affaire. Uijtebroeks se retrouve à 4 minutes 11. Aujourd'hui, 4,27 pour Luc Plapp avec Daniel Felipe Martinez qui va devoir faire le travail désormais pour son leader. Oscar Only a fini dans les temps. Et on a un hors délai, c'est Ariola Bengoa de la Cara Rural. Mais aujourd'hui, ça a roulé vite et pas mal d'abandons et non partants ce matin. Et parmi les abandons, on a donc Tarling, Michael Leonard, Mackenzie, et Kevin Genietz, Senia Remange également, le jeune coureur de Alpecin. Du côté du classement général, Tuckwell donc prend la tête, le maillot jaune de leader, devant Bruno Armirail, qui reste aux avant-postes à 1,12, Guillaume Martin à 2 minutes. Mais bon, je pense que demain et après-demain, ça sera compliqué. Jorgensen et quatrième, toujours devant Paul Sexas et Juan Ayuso et Del Toro, hein, c'est toujours, on va dire, parmi les grands favoris, celui qui est le mieux positionné, mais aujourd'hui, il a quand même montré des signes de faiblesse. On retrouve ensuite Skelmos, Del Toro, Nordhagen, pas mal aujourd'hui, devant Tobias Alon Johannesson, et puis Maisonneuve, Baudin, Vauquelin et Kian Uijtebroeks. Du côté du classement par points, Reisberg a encore pris des points aujourd'hui, donc il fait la bonne opération du jour avec le sprint intermédiaire. Il se retrouve en tête devant Raoul Garcia Pierna, Henri-François Renard-Aquin, Jordan Jegat et Hofstetter, mais il faudra continuer samedi et dimanche. Le classement de la montagne, lui, eh bien, c'est Clément Brazafonzo qui a 20 points d'avance sur Alex Baudin. Mais là aussi, il va falloir continuer à scorer demain du côté du français s'il veut garder ce maillot bleu à pois blanc. Le classement de meilleurs jeunes est emmené par Tuckwell devant Paul Sexas, mais c'est le français qui portera le maillot demain. Juan Ayuso, Del Toro, Nordhagen complète le top 5 et classement par équipe. Groupama, Red Bull, Visma, Lidl, XS, Astana dans le top 5. Donc toujours Groupama en tête quand même, il faut le souligner. Ils n'ont pas perdu leur première place, les dossards jaunes. Decathlon 10e, Total 14 et Cofidis 17. Demain, du lourd, du très très lourd, avec une étape très courte déjà, 134 km, et ce passage par le Grand Colombier, avec ce double passage par le Grand Colombier, les lacets du Grand Colombier, et la montée finale vers le Grand Colombier, ce qui va faire une journée difficile, avec eh bien également le col de Richemont. Mais voilà, ces deux difficultés du Grand Colombier, je vous les montre à l'écran. Vous voyez, il y a du pourcentage dans les lacets du Grand Colombier, et puis on est à côté, là où il y a les cailloux. Là, on est un peu bord falaise, donc il y a un peu de chaleur. Demain, il va pas faire frais. Donc il va falloir le prendre en compte également. Il y a quand même 1 kilomètre à 10%. C'est vraiment un passage compliqué, de montée difficile. Et puis ensuite, le Grand Colombier version, on va dire, là aussi très dur, 8 km, mais il n'y a pas de moment vraiment très facile, à part entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6. Et moi, c'est vraiment la version peut-être que je préfère du Grand Colombier, parce que c'est vraiment la version, je trouve, qui est la plus complexe, vraiment de cette montée. Et demain, il fera chaud. La météo en haut du Gros Colombier, donc c'est-à-dire à 1500 mètres d'altitude, 22 degrés, hein, ressenti 28. Donc autant vous dire qu'en pleine, ça va taper sévère demain avec un indice UV quand même à 8. Voilà pour les coureurs. Bon, eh bien nous on se retrouve demain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.